dis encore non et nous te mettrons à la porte. Mon fils se tenait dans ma cuisine, la paume de sa main sur ma porte comme un videur. Pas le garçon que j'ai autrefois ramené endormi du cinéma. Il l'a dit sans chaleur, comme une corvée de plus qu'il s'était assigné. Poubelle le mardi, mère menacée le jeudi. J'ai regardé la bouilloire s'éteindre et j'ai pensé à la façon dont la cruauté peut atterrir si discrètement, comme la poussière qui se dépose partout, et est en quelque sorte invisible jusqu'à ce que vous l'inspiriez. Dan veut des dîners. De la nourriture chaude tous les soirs, assez pour nous et les garçons, dit-il, ses yeux parcourant mes étagères comme s'il évaluait ma valeur. Sierra attend dans le couloir, ses lunettes de soleil sur la tête, bien que nous soyons à l'intérieur. Elle tient une liste de courses qu'elle n'a pas écrite. Quand je ne réponds pas, Dan continue, tu es seule, maman. Tu aimes cuisiner. C'est logique. Cela n'a aucun sens, mais j'ai 76 ans et j'ai appris que certaines absurdités sont habillées de chaussures raisonnables. Je n'élève pas la voix. Je sors la marmite bleue que George m'a achetée l'année où il croyait encore que les cadeaux pouvaient réparer le temps. Je la pose sur la cuisinière et demande ce qu'ils veulent ce soir. Dan cligne des yeux, surpris d'être obéi si facilement. Lasagne, dit-il comme un manager qui passe une commande, et faites en plus. Nous repasserons à 7 heures. Il pose une clé de rechange sur le comptoir, celle que je lui ai donnée pour les urgences, et la tapote 2 fois du doigt. Ne nous forcez pas à l'utiliser de la manière forte. Ils partent, le courant d'air tirant sur le paillasson. La maison s'installe. Je ramasse la clé essence cédant comme un petit animal dans ma paume. Mes genoux me font mal, la pluie arrive, et je m'assieds parce que c'est ce qu'un corps honnête exige. Le calme après une menace n'est pas la paix. C'est l'écho de la certitude de quelqu'un d'autre. J'expire, puis je me lève et me lave les mains jusqu'aux poignets. Je décide de cuisiner. Je vais cuisiner correctement avec du thym écrasé entre mes doigts et des tomates rôties jusqu'à ce qu'elles soupirent. Mais pas pour eux. Au marché, je marche lentement parce qu'il le faut quand vos hanches claquent et que votre esprit est vif. Je choisis une bonne ricotta, le genre qui a le goût du lait et du deuil. Je choisis du basilic qui croît encore au soleil. Le garçon à la caisse m'appelle Mademoiselle Evelyne comme si j'étais quelqu'un qui pourrait encore courir après un bus. Je paie en espèces. Les pièces de monnaie semblent réelles quand tout le reste continue d'être promis et retiré. De retour à la maison, je moue du poivre jusqu'à ce que la cuisine sente la colline. Je sale l'eau comme la mer, comme mon voisin, Monsieur Alvarez, plaisantait avant que son AVC ne prenne le côté gauche de son sourire. Le four chauffe. La maison prend cette vieille odeur de dimanche de fromage et de confort. Je pense aux clés. Je pense aux portes. Je pense à la façon dont un fils peut grandir et oublier la personne qui lui a appris à mâcher lentement, à avaler avant de parler. La première casserole est pour Madame Wilcox, de l'autre côté de l'allée, dont la pension ne suffit pas pour des produits frais à la fin du mois. Je l'enveloppe dans du papier d'aluminium et la noue avec de la ficelle car la présentation ne devrait pas appartenir uniquement aux riches. Sur le chemin, je passe devant les hortensias. Je les ai taillés trop fort l'automne dernier. Ils sont revenus quand même. Les plantes ne font pas de chichi pour survivre. Elles se remettent simplement au travail. Madame Wilcox ouvre à la deuxième frappe. Rouge à lèvres impeccable, cardigan mal boutonné. C'est jeudi, demande-t-elle, embarrassée. C'est des lasagnes, dis-je, et elle rit. Le rire doux de quelqu'un qui a été se souvenir. Elle essaie de me payer avec une boîte de pêche et je lui dis de les garder pour un jour plus sombre. Elle prend la casserole comme si c'était un certificat de valeur. Tu es une bonne fille, Evelyne, dit-elle. Je ne suis pas une fille, mais je hoche la tête et fais un autre nœud à la ficelle à l'intérieur de ma poitrine pour garder mes côtes ensemble. Sur le chemin du retour, je m'arrête au duplex où vit le nouveau couple, celui avec la poussette toujours pliée près des escaliers. Le bébé dort sur la poitrine de son père. Les petites mains se sont déployées comme une étoile de mer. Nous nous en sortons, murmure le père, les yeux rouges de la noble manière dont les yeux des hommes ont été autorisés à l'être récemment. J'irai mieux, lui dis-je à voix basse et je pose la casserole sur leur table de couloir. À 18h30, la dernière casserole refroidit sur mon étagère. Ma cuisine ressemble à une église après une vente de pâtisserie. Je lave la marmite bleue et la mets à sécher. La clé de rechange est toujours sur le comptoir. Un petit 2 points dans une phrase qui n'est pas finie.
Je la mets dans le tiroir sous les torchons. Les portes devraient s'ouvrir par amour, pas par pression. À 19h, Dan envoie un SMS. Nous sommes là. Je réponds. Entrez, car je ne me cache pas. La porte d'entrée s'ouvre sans frapper. Le parfum de Sierra arrive avant elle. Légèrement citronné, légèrement piquant. Ils entrent dans une cuisine qui sent la réussite, et je les laisse l'inspirer avant de dire la vérité. Où est-ce, demande Dan, comme un homme demande ce qu'il a déjà dépensé. Je montre la cuisinière propre. J'ai cuisiné, dis-je, et ma voix est stable parce que je pratique la dignité depuis l'âge de 12 ans. Et j'ai nourri le quartier. Silence. Les lunettes de soleil de Sierra sont de nouveau sur son nez, bien que le soir ait pris la lumière. La mâchoire de Dan bouge. Broie, pause, broie. Nous avons dit que nous te mettrions à la porte, me rappelle-t-il, comme si une deuxième énonciation rendait la chose morale. Je m'essuie les mains sur la serviette et la plie en carré. Alors tu seras le genre d'homme qui met sa mère à la porte, dis-je. Quand tu seras prêt à être un autre genre, tu pourras frapper. Il me regarde comme un garçon voyant la mer pour la première fois. Plus d'horizon qu'il ne peut en contenir. Il essaie une autre porte. Tu fais ça pour nous faire du mal. Le vieux truc, transformer une limite en blessure. Non, je réponds. Je fais ça parce que je me souviens qui je suis. Il tend la main vers le tiroir où je garde les torchons. La clé est là. Il la trouve, la tient par son anneau, de sorte qu'elle pend entre nous et fait un petit tintement métallique. Je croise son regard et ne scie pas. Utilise-la, dis-je, et écoute ce qu'elle dit de toi. La bouilloire se remet en marche parce que j'ai oublié de l'éteindre complètement. La vapeur monte comme un fantôme qui change d'avis. Sierra déplace son poids. Quelque part dans le couloir, une planche de plancher répond. Les oiseaux du soir terminent leur dernière dispute dans l'érable dehors. Je prends 2 tasses sur l'étagère et les pose parce que c'est toujours ma maison et je ne reculerai pas. Je demande s'ils veulent du thé. Ils ne répondent pas. La porte reste ouverte sur la rue et la nuit entre. Je me suis réveillé plus tôt que d'habitude, le genre de matin où le silence semble plus lourd que l'air. L'odeur de la cuisine de la veille persistait encore dans la cuisine, bien que rien n'ait été pour les gens de cette maison. Mon fils n'était pas rentré la nuit dernière après notre petite conversation. Ce silence n'était pas la paix. C'était un couloir vide où des excuses auraient dû être. J'ai préparé du thé, pas la tasse hâtive que je brassais d'habitude avant de me précipiter pour préparer leur petit déjeuner, mais le genre que je me faisais il y a des années. Fort, noir, avec juste une pincée de miel. Je me suis assise à table et j'ai laissé la vapeur effleurer mon visage. Le premier petit acte de défi que personne d'autre ne remarquerait. On a frappé à la porte, ce qui m'a surprise. Je m'attendais à moitié à ce que ce soit Nathan, mon petit-fils, avec son sourire penaud, essayant d'arranger les choses au nom de son père. Mais ce n'était pas le cas. C'était Clara, ma voisine, la seule personne dans cette rue qui apportait encore de la chaleur sans rien attendre en retour. Elle tenait un petit panier. J'ai pensé que tu aimerais peut-être du pain frais, dit-elle, encore chaud, dit-elle, ses yeux jetant un coup d'œil vers la maison comme si elle pouvait voir la tension à travers les murs. Je l'ai invitée à entrer et nous avons parlé, ou plutôt, elle a parlé et j'ai écouté parce que je n'avais pas envie d'expliquer. Mais quand elle a demandé doucement, tout va bien. Je me suis retrouvé à lui raconter tout. Les mots sont sortis lentement au début, puis plus vite, comme l'eau qui brise un barrage. Quand j'ai eu fini, le thé était froid, et elle secouait la tête. Tu leur as trop donné, Ruth. Trop sans qu'il n'ait jamais à le gagner. Ces mots sont restés avec moi longtemps après son départ. L'après-midi, j'avais pris une décision. Je suis allé dans le petit tiroir de ma chambre où je gardais les choses importantes. Ma banque, le dossier avec les reçus, le fichier marqué « Maison » de mon écriture. J'ai commencé à trier les papiers. Chacun un enregistrement d'une fois où j'étais intervenu, réparer quelque chose, payer pour quelque chose. Des réparations au toit pour lesquelles il ne m'avait jamais remercié. Un prêt automobile, des frais de scolarité, des factures d'épicerie, tant de petits sauvetages, aucun d'entre eux n'étant retourné. J'ai appelé ma banque. La jeune femme à l'autre bout avait ce ton poli et distant qui ne vacillait que lorsque je lui disais ce que je voulais. Annuler tous les paiements automatiques liés à mon compte. Tous.
Et notez que personne d'autre que moi n'est autorisé à apporter des modifications à partir de maintenant. Il y eut une pause. Cela affectera un certain nombre de transactions, Madame Holloway. J'y compte, dis-je. Quand j'ai raccroché, la maison était aussi silencieuse qu'avant. Mais cette fois, le silence semblait différent, pas vide, solide, comme une porte qui se referme fermement à mes conditions. Le lendemain matin, le changement avait commencé à se faire sentir. Je les entendis dans la cuisine avant même d'être sorti du lit. Des voix étouffées, puis plus aiguës. Le cliquetis d'une porte d'armoire. Je n'avais pas besoin d'écouter aux portes. Je connaissais le son des gens qui découvraient que le robinet sans fin dont ils buvaient s'était tari. Je pris mon temps pour m'habiller. Cardigan doux, chaussures confortables, cheveux soigneusement épinglés. La dignité ne crie pas. Elle arrive sans hâte. Quand je suis entré, Dan s'est arrêté au milieu de sa phrase. Sierra, toujours dans sa robe de chambre, m'a jeté un coup d'œil par-dessus le bord de sa tasse de café, les yeux vifs et calculateurs. La banque a appelé, dit Dan, sa voix tendue. Le genre de calme qui pourrait éclater en cri à tout moment. Oh, les banques sont bavardes ces jours-ci, répondis-je en me servant du thé. Tu as annulé les paiements pour l'épicerie et la facture d'électricité. Oui, dis-je simplement. À partir de maintenant, vous gérez vos propres dépenses. Vous êtes adulte, vous avez des emplois et une maison. Je pense que vous vous en sortirez. Sa mâchoire tressaillit. Nous t'aidons aussi, tu sais. Te garder ici, s'assurer que tu n'es pas seul. Je posai ma tasse un peu plus fort que nécessaire. Ne l'embellis pas, Daniel. Tu ne m'as pas gardé ici par gentillesse. Tu m'as gardé ici parce que j'étais utile. Sierra émit un petit son dérisoire, mais ne parla pas. Son parfum, trop doux pour le deuil, s'accrochait à l'air comme une pensée indésirable. Je les ai laissés avec leur café inachevé et je suis sorti dans l'air frais. La marche jusqu'au centre communautaire n'était pas loin, mais le vent était assez fort pour me faire pleurer les yeux. À l'intérieur, la cuisine était déjà animée. Des tables pliantes alignées avec des mijoteuses, des plateaux de petits pains, des piles d'assiettes en papier. Le programme de repas du jeudi pour les personnes âgées de notre ville fonctionnait au ralenti depuis des mois, et l'organisatrice, Lorna, s'est illuminée en voyant les sacs que j'avais apportés. Encore de ta cuisine ? Dieu te bénisse, Ruth, dit-elle, sortant déjà des récipients. On n'a jamais assez de nourriture fraîche et appropriée. J'ai aidé à l'installation, versant de la soupe épaisse à des personnes qui étaient venues du froid, distribuant des tranches de pain encore chaudes du four. Ils ont dit « merci ». Ils ont souri. Ils m'ont regardé comme si j'étais une personne, pas une ressource. Quand je suis finalement parti, le ciel s'assombrissait. Je suis rentré lentement, mes doigts me faisaient mal à cause du froid, mais mon esprit était calme. Il pourrait un jour me mettre à la porte. Il pourrait cesser de me parler, mais j'avais trouvé un autre endroit où appartenir. Et je ne reviendrai pas à la situation précédente. Je savais que la tempête arrivait avant même que la porte d'entrée ne se ferme. On le sent à la façon dont les pieds frappent le sol. Dan était lourd, rapide, presque piétinant. Sierra le suivait, ses talons claquant comme des signes de ponctuation à la fin de ses pensées. « Où étais-tu » exigea-t-il, 14h53 jetant son manteau, mais ne le raccrochant pas. Il le laissa étaler sur le dossier d'une chaise, de la même manière qu'il laissait ses accusations là où elles tombaient. Dehors, dis-je, posant mon tricot. À aider au centre communautaire. À aider des étrangers, coupa Sierra, les bras croisés sur sa blouse de soie. Quand tu pourrais aider ta propre famille. Je la regardais. Elle portait ce genre de rouge à lèvres qui s'annonce avant qu'elle n'ouvre la bouche. Ma famille, dis-je lentement, est capable de faire bouillir des pâtes et d'allumer un four. Dan s'avança. Ce n'est pas la question. Tu sais ce que coûtent les courses? L'essence? Et maintenant, tu nous as coupés sans avertissement. Je vous avertis depuis des années, dis-je, ma voix stable. Chaque fois que vous en demandiez plus, chaque fois que vous traitiez ma pension comme un compte partagé. Vous ne m'avez pas entendu alors. Alors maintenant, vous m'entendez de cette façon. Son visage s'empourpra. Je pouvais voir le garçon en lui. Celui qui boudait quand je refusais de lui acheter un jouet au marché, convaincu qu'il avait été lésé par le monde.
Nous te laissons rester ici sans loyer, claqua-t-il. Je ris, non pas cruellement, mais avec l'incrédulité de quelqu'un qui vient d'entendre un conte de fées de la bouche d'un homme en costume. Sans loyer. J'ai remboursé la dernière partie de cette hypothèque. J'ai remplacé la chaudière l'hiver dernier. Les réparations du toit, mes économies, la nourriture dans ce réfrigérateur, mon argent. Vous me laissez rester dans la maison que j'ai maintenue debout. Le regard de Sierra se tourna vers Dan, cherchant le coup suivant. Il n'en avait pas de prêt, alors elle essaya le sien. C'est juste ingrat, dit-elle doucement, comme si cela devait atterrir plus doucement. Ingrat, répétai-je, goûtant le mot. Tu as raison. Je suis ingrate. J'ai été ingrate pour le privilège d'être traitée comme une femme de ménage vivante qui paie les courses. Silence. Le genre qui s'étire, attendant d'être rempli soit d'excuses, soit d'escalade. Dan choisit l'escalade. Si tu ne peux pas contribuer, tu ne peux pas rester ici. Je me levai, mes genoux protestants, mais mon dos droit. Si je ne peux pas contribuer à votre confort, vous voulez dire. Je contribue beaucoup ailleurs. Et si vous voulez que je parte, dites-le comme un homme, pas comme un propriétaire. Il ouvrit la bouche, puis la referma, comme si les mots qu'il avait préparés ne sonnaient pas aussi fort en dehors de sa tête. Je n'attendis pas qu'il les trouve. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et j'ai commencé à sortir la vieille valise de l'armoire. Je n'ai pas fait mes valises. Pas encore. Mais je voulais qu'il entende le grincement sur le sol. 1 heure plus tard, on frappa à la porte. Plus doucement qu'avant. La voix de Nathan. Grand-mère, puis-je entrer ? J'ai ouvert la porte. Il avait l'air incertain, ses cheveux un peu en désordre après avoir passé la main dedans. Papa est de mauvaise humeur, dit-il inutilement. Qu'est-ce qui s'est passé ? Ton père et moi ne sommes pas d'accord sur les définitions, dis-je. Il sourit faiblement. Sur quoi ? Sur la famille ? Sur le respect ? Sur si l'amour signifie le contrôle ? Il hésita, puis entra. Grand-mère, je sais qu'il profite. Je le vois. Mais je ne peux rien dire sans que ça n'empire. Je posai ma main sur son bras. Tu n'as pas à mener mes batailles, Nathan. Mais tu devrais te souvenir de ce que tu as vu. Quand il est parti, je me suis assise au bord du lit pendant un long moment. La maison semblait plus petite, l'air plus confiné. J'ai repensé aux clés, à la façon dont elles ouvrent, à la façon dont elles ferment. À la façon dont parfois il faut en rendre une. Non pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous avez décidé quelle porte valent la peine d'être franchie. Cette nuit-là, j'ai de nouveau cuisiné, mais seulement de quoi me nourrir et une assiette pour Madame Alvarez, de l'autre côté de la rue. Je n'ai pas annoncé la chose. Je l'ai simplement enveloppée, nouée avec de la ficelle, et laissée sur son pas de porte. La cuisine était calme quand je suis rentré. Dan et Sierra étaient sortis. Pour la première fois depuis des années, je me suis assise à ma propre table, j'ai mangé mon propre dîner, et je ne me suis pas demandé qui d'autre je devrais nourrir. L'horloge tic-tac, le thé fumait, et j'ai réalisé. J'étais déjà plus libre que je ne l'avais été depuis longtemps. Le changement de tactique était presque comique. Dan ne piétinait plus. Il entrait et sortait des pièces comme s'il ne faisait que passer, laissant tomber de petits commentaires sur mon chemin comme des miettes de pain. Tu sais, grand-mère, commença-t-il un matin. Il ne m'appelle grand-mère que quand il veut quelque chose. Cette maison est grande pour une seule personne. Tu pourrais être plus à l'aise dans une jolie résidence avec service. Des repas, des activités, des gens de ton âge à qui parler. Je continuais à remuer ma bouillie. Ça a l'air charmant. Peut-être que toi et Sierra devriez y aller. J'ai entendu dire qu'ils avaient des soirées bingo. Il fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sierra entra en trombe, habillée comme si elle avait un rendez-vous important. Elle posa un prospectus immobilier sur le comptoir. Il y a une unité qui se libère à Rosewood Court. Accès par ascenseur. Pas de jardin. Ça t'enlèverait beaucoup de soucis. Je regardais la photo glacée. Des murs beiges et des rideaux identiques. Ça sentait la solitude, même depuis la photo. Et sur la table de qui cela mettrait-il plus de poids, demandai-je. La tienne ? Sierra ne répondit pas.
Plus tard cette semaine-là, de petits inconvénients ont commencé à apparaître. Mon linge n'a pas été rentré de la corde à linge quand la pluie est venue. La bouilloire a disparu pendant 2 jours avant de réapparaître sur l'étagère la plus haute. Des provisions que j'avais achetées pour mon propre usage, thé, fromage, herbes fraîches, ont mystérieusement disparu. Ce n'était pas suffisant pour confronter directement, mais assez pour dire « nous pouvons te rendre la vie difficile ». Je me suis adapté. J'ai acheté une petite bouilloire électrique et je l'ai gardée dans ma chambre. J'ai étiqueté ma nourriture avec un marqueur assez épais pour être vu de l'autre côté du réfrigérateur. J'ai commencé à verrouiller la porte de ma chambre quand je sortais. Un après-midi, alors que je rentrais du centre communautaire avec 2 plats à gratin vides dans mon sac, j'ai vu Nathan assis sur les marches de l'entrée. Il avait l'air agité, les genoux ballottants. « Grand-mère, puis-je te parler ?» « Bien sûr. » Je me suis assise à côté de lui, le soleil de fin d'automne bat dans le ciel. « Il parle de vendre la maison, dit-il. Il pense que s'ils te convainquent de déménager, ils peuvent obtenir un bon prix et le partager pour un endroit plus grand. » J'ai senti le nœud familier dans ma poitrine, mais ma voix est restée calme. « Et-on-il dit cela parce qu'il voulait ta bénédiction ? » « Non, a-t-il admis. » J'ai entendu. « Ils ne savent pas. »« Je sais, » ai-je dit en touchant sa main. « Alors garde ça pour l'instant. Laisse-les penser qu'ils sont les seuls à faire des projets. » Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir où je gardais le dossier étiqueté maison. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété à mon nom seul et le testament que j'avais mis à jour après la mort de Georges. Les noms de mes enfants y figuraient toujours, mais il y avait d'autres options maintenant. Des personnes et des causes qui m'avaient réellement montré de la gentillesse. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat de la ville. La réceptionniste était sèche mais polie, et quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin, elle a hoché la tête comme si elle avait déjà tout entendu. « Nous pouvons mettre à jour vos arrangements pour refléter vos souhaits, dit-elle. Vous aurez le contrôle sur tout. » Contrôle ? Un mot si simple, mais après des mois, des années d'être géré, cela avait le goût d'un festin. Quand je suis rentré à la maison, Sierra était dans la cuisine, fredonnant en arrangeant des fleurs chères, le genre qu'elle prétendait être un cadeau, mais je savais qu'elles avaient été achetées avec mes contributions pour les courses. Elle leva les yeux. « Où étais-tu ? » Je souris, en m'occupant de mon avenir. Un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Non pas de la curiosité, mais un malaise. Elle se retourna vers ses fleurs, coupant les tiges trop brusquement. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé respirer. La maison n'était pas à vendre. Ma vie n'était pas à organiser par eux. Et s'ils voulaient jouer à des jeux subtils, ils apprendraient bientôt que j'avais mes propres coups. C'est drôle comme, une fois que l'on décide de changer la fin d'une histoire, les jours commencent à bouger différemment. Les miens ont commencé à s'ouvrir, moins contraints par leurs exigences, plus remplis de mes propres courses, de mes propres choix. L'avocat a appelé 2 jours plus tard. « Madame Holloway, vos documents sont prêts à être signés. » Sa voix était chaleureuse, mais professionnelle, le genre de ton que je n'avais entendu de personne de ma famille depuis longtemps. Le respect dans une phrase. Je suis entré dans son bureau ce jeudi-là, vêtu de mon manteau bleu marine et de l'écharpe que Clara m'avait tricoté l'hiver dernier. Nous avons examiné chaque document lentement. Le testament, la procuration, les arrangements pour l'acte de propriété. Les changements étaient simples mais nets, comme la taille d'un rosier. Certaines branches devaient simplement partir pour que le reste fleurisse. Quand je suis parti, le ciel était bas et gris, mais je me sentais plus légère. Les décisions étaient les miennes maintenant, pas une conversation, pas une négociation. Les miennes. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la petite boulangerie près de la place et j'ai acheté un panier de petits pains et 2 tartes aux pommes. Le jeune homme au comptoir a souri. « Gros dîner ce soir ? » « Quelque chose comme ça, dis-je. » À la maison, Dan était dans le salon, faisant semblant de regarder les nouvelles. Je pouvais le sentir suivre mes mouvements alors que je portais les sacs à la cuisine. Sierra n'était nulle part en vue, ce qui signifiait qu'elle était probablement au téléphone. Sa voix était toujours plus forte quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Je pensais, commença Dan, baissant le volume de la télévision. Nous devrions tous avoir une réunion de famille. Parler de l'avenir. Je posai les petits pains sur le comptoir.
L'avenir? Oui. Tu ne rajeunis pas, maman. Nous devrions avoir un plan. J'en ai un, dis-je, déballant les tartes. C'est écrit. Il cligna des yeux. Écrit? Oui. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Quelque chose passa sur son visage. Curiosité, puis suspicion. Quel genre d'écrit? Le genre légal, dis-je, et je souris juste assez pour le mettre mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai apporté une des tartes à Madame Alvarez, de l'autre côté de la rue, et j'ai gardé l'autre pour moi. Je n'en ai pas offert à Dan ou Sierra. Je n'avais pas besoin de dire pourquoi. L'absence dans leurs assiettes en disait assez. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle, Nathan entra, sentant légèrement l'huile de moteur. « Grand-mère, j'ai entendu papa au téléphone plus tôt. Il n'est pas content. Il pense que tu as parlé à un avocat. » Dis-je simplement. Il laissa échapper un léger sifflement. Il ne va pas aimer ça. Je ne m'y attendais pas, dis-je. Mais ma vie n'est pas un concours de popularité. Il sourit à cela, puis devint sérieux. Si ça tourne mal, tu peux rester avec moi. Je sais que mon logement est petit, mais... Je lui touchai la joue. Tu es un bon garçon, Nathan. J'espère que tu le resteras. Quand il est parti, je me suis assise au bord du lit pendant un long moment. La maison semblait plus petite, l'air plus confiné. J'ai repensé aux clés, à la façon dont elles ouvrent, à la façon dont elles ferment. À la façon dont parfois il faut en rendre une. Non pas parce que vous abandonnez, mais parce que vous avez décidé quelle porte valent la peine d'être franchie. Cette nuit-là, j'ai de nouveau cuisiné, mais seulement de quoi me nourrir et une assiette pour Madame Alvarez, de l'autre côté de la rue. Je n'ai pas annoncé la chose. Je l'ai simplement enveloppée, nouée avec de la ficelle, et laissée sur son pas de porte. La cuisine était calme quand je suis rentré. Dan et Sierra étaient sortis. Pour la première fois depuis des années, je me suis assise à ma propre table, j'ai mangé mon propre dîner, et je ne me suis pas demandé qui d'autre je devrais nourrir. L'horloge tic-tac, le thé fumait, et j'ai réalisé. J'étais déjà plus libre que je ne l'avais été depuis longtemps. Le changement de tactique était presque comique. Dan ne piétinait plus. Il entrait et sortait des pièces comme s'il ne faisait que passer, laissant tomber de petits commentaires sur mon chemin comme des miettes de pain. Tu sais, grand-mère, commença-t-il un matin. Il ne m'appelle grand-mère que quand il veut quelque chose. Cette maison est grande pour une seule personne. Tu pourrais être plus à l'aise dans une jolie résidence avec service. Des repas, des activités, des gens de ton âge à qui parler. Je continuais à remuer ma bouillie. Ça a l'air charmant. Peut-être que toi et Sierra devriez y aller. J'ai entendu dire qu'ils avaient des soirées bingo. Il fronça les sourcils, mais avant qu'il ne puisse répondre, Sierra entra en trombe, habillée comme si elle avait un rendez-vous important. Elle posa un prospectus immobilier sur le comptoir. Il y a une unité qui se libère à Rosewood Court. Accès par ascenseur. Pas de jardin. Ça t'enlèverait beaucoup de soucis. Je regardais la photo glacée. Des murs beiges et des rideaux identiques. Ça sentait la solitude, même depuis la photo. Et sur la table de qui cela mettrait-il plus de poids, demandai-je. La tienne? Sierra ne répondit pas. Plus tard cette semaine-là, de petits inconvénients ont commencé à apparaître. Mon linge n'a pas été rentré de la corde à linge quand la pluie est venue. La bouilloire a disparu pendant 2 jours avant de réapparaître sur l'étagère la plus haute. Des provisions que j'avais achetées pour mon propre usage, thé, fromage, herbes fraîches, ont mystérieusement disparu. Ce n'était pas suffisant pour confronter directement, mais assez pour dire « nous pouvons te rendre la vie difficile ». Je me suis adapté. J'ai acheté une petite bouilloire électrique et je l'ai gardée dans ma chambre. J'ai étiqueté ma nourriture avec un marqueur assez épais pour être vu de l'autre côté du réfrigérateur. J'ai commencé à verrouiller la porte de ma chambre quand je sortais. Un après-midi, alors que je rentrais du centre communautaire avec 2 plats à gratin vides dans mon sac, j'ai vu Nathan assis sur les marches de l'entrée. Il avait l'air agité, les genoux ballottants. « Grand-mère, puis-je te parler ?» « Bien sûr. » Je me suis assise à côté de lui, le soleil de fin d'automne bat dans le ciel. « Il parle de vendre la maison, dit.
Ils pensent que s'ils te convainquent de déménager, ils peuvent obtenir un bon prix et le partager pour un endroit plus grand. J'ai senti le nœud familier dans ma poitrine, mais ma voix est restée calme. Et t'ont-ils dit cela parce qu'ils voulaient ta bénédiction? Non, a-t-il admis. J'ai entendu. Ils ne savent pas. Je sais, ai-je dit en touchant sa main. Alors garde ça pour l'instant. Laisse-les penser qu'ils sont les seuls à faire des projets. Cette nuit-là, j'ai ouvert le tiroir où je gardais le dossier étiqueté maison. À l'intérieur se trouvait l'acte de propriété à mon nom seul et le testament que j'avais mis à jour après la mort de Georges. Les noms de mes enfants y figuraient toujours, mais il y avait d'autres options maintenant. Des personnes et des causes qui m'avaient réellement montré de la gentillesse. Le lendemain matin, j'ai pris rendez-vous avec un avocat de la ville. La réceptionniste était sèche mais polie, et quand j'ai expliqué ce dont j'avais besoin, elle a hoché la tête comme si elle avait déjà tout entendu. Nous pouvons mettre à jour vos arrangements pour refléter vos souhaits, dit-elle. Vous aurez le contrôle sur tout. Contrôle? Un mot si simple, mais après des mois, des années d'être géré, cela avait le goût d'un festin. Quand je suis rentré à la maison, Sierra était dans la cuisine, fredonnant en arrangeant des fleurs chères, le genre qu'elle prétendait être un cadeau, mais je savais qu'elles avaient été achetées avec mes contributions pour les courses. Elle leva les yeux. Où étais-tu? Je souris, en m'occupant de mon avenir. Un instant, quelque chose vacilla dans ses yeux. Non pas de la curiosité, mais un malaise. Elle se retourna vers ses fleurs, coupant les tiges trop brusquement. Je suis allé dans ma chambre, j'ai fermé la porte et je me suis laissé respirer. La maison n'était pas à vendre. Ma vie n'était pas à organiser par eux. Et s'ils voulaient jouer à des jeux subtils, ils apprendraient bientôt que j'avais mes propres coups. C'est drôle comme, une fois que l'on décide de changer la fin d'une histoire, les jours commencent à bouger différemment. Les miens ont commencé à s'ouvrir, moins contraints par leurs exigences, plus remplis de mes propres courses, de mes propres choix. L'avocat a appelé 2 jours plus tard. Madame Holloway, vos documents sont prêts à être signés. Sa voix était chaleureuse, mais professionnelle, le genre de ton que je n'avais entendu de personne de ma famille depuis longtemps. Respect dans une phrase. Je suis entré dans son bureau ce jeudi-là, vêtu de mon manteau bleu marine et de l'écharpe que Claire m'avait tricotée l'hiver dernier. Nous avons examiné chaque document lentement. Le testament, la procuration, les arrangements pour l'acte de propriété. Les changements étaient simples mais nets, comme la taille d'un rosier. Certaines branches devaient simplement partir pour que le reste fleurisse. Quand je suis parti, le ciel était bas et gris, mais je me sentais plus légère. Les décisions étaient les miennes maintenant, pas une conversation, pas une négociation. Les miennes. Sur le chemin du retour, je me suis arrêté à la petite boulangerie près de la place et j'ai acheté un panier de petits pains et 2 tartes aux pommes. Le jeune homme au comptoir a souri. Gros dîner ce soir? Quelque chose comme ça, dis-je. À la maison, Dan était dans le salon, faisant semblant de regarder les nouvelles. Je pouvais le sentir suivre mes mouvements alors que je portais les sacs à la cuisine. Sierra n'était nulle part en vue, ce qui signifiait qu'elle était probablement au téléphone. Sa voix était toujours plus forte quand elle pensait que je ne pouvais pas entendre. Je pensais, commença Dan, baissant le volume de la télévision. Nous devrions tous avoir une réunion de famille. Parler de l'avenir. Je posai les petits pains sur le comptoir. L'avenir? Oui. Tu ne rajeunis pas, maman. Nous devrions avoir un plan. J'en ai un, dis-je, déballant les tartes. C'est écrit. Il cligna des yeux. Écrit? Oui. Pour qu'il n'y ait pas de malentendu plus tard. Quelque chose passa sur son visage. Curiosité, puis suspicion. Quel genre d'écrit? Le genre légal, dis-je, et je souris juste assez pour le mettre mal à l'aise. Ce soir-là, j'ai apporté une des tartes à Madame Alvarez, de l'autre côté de la rue, et j'ai gardé l'autre pour moi. Je n'en ai pas offert à Dan ou Sierra. Je n'ai pas eu besoin de dire pourquoi. L'absence dans leurs assiettes en disait assez. Plus tard, alors que je faisais la vaisselle, Nathan entra, sentant légèrement l'huile de moteur. Grand-mère, j'ai entendu papa au téléphone plus tôt. Il n'est pas content. Il pense que tu as parlé à un avocat. Dis-je clairement. Il laissa échapper un léger sifflement.
Il ne va pas aimer ça. Je ne m'y attendais pas, dis-je. Mais ma vie n'est pas un concours de popularité. Il sourit à cela, puis devint sérieux. Si ça tourne mal, tu peux rester avec moi. Je sais que mon logement est petit, mais... Je lui touchai la joue. Tu es un bon garçon, Nathan. J'espère que tu le resteras. Quand il est parti, je me suis tenu un long moment près de la fenêtre, regardant les lumières des maisons de l'autre côté de la rue. Chacune avait ses propres petites batailles, j'en étais sûr. Les miennes commençaient juste à remonter à la surface. Le lendemain matin, Sierra tenta une nouvelle tactique, la douceur. Elle m'apporta du thé au lit, s'assit au bord du matelas comme une fille sur une carte de vœux, et me demanda comment s'était passée ma journée. Mais quand je mentionnai que je serais absente quelques heures, son sourire s'amincit. Où? Voir une amie. Qui, insista-t-elle. Quelqu'un qui ne pose pas de questions. Tant de questions, dis-je légèrement, et je me levai pour m'habiller. Son parfum persista après son départ, mais la douceur qu'il contenait s'était aigrie. La confrontation ne fut pas une surprise. Ce n'était qu'une question de temps. Elle eut lieu un dimanche, le seul jour où ils passaient tous deux généralement dans un brouillard de petit déjeuner tardif et de télévision plus forte que nécessaire. J'étais dans le jardin, taillant les dernières roses gelées, quand j'entendis Dan m'appeler. Son ton avait cette politesse creuse que les gens utilisent quand ils sont sur le point de laisser tomber quelque chose de lourd. J'ai brossé la terre de mes gants avant d'entrer. Ils étaient tous deux dans la salle à manger, un choix inhabituel car ils préféraient manger sur le canapé. Sierra était assise, les bras croisés, le menton levé, tandis que Dan arpentait la tête de la table. « Nous devons parler, dit-il, comme un homme sur le point de licencier un employé. »« Je m'en doutais, répondis-je, posant mes gants sur le rebord de la fenêtre. Nous avons entendu quelqu'un en ville dire que vous aviez pris des dispositions légales concernant la maison. » Ses yeux étaient fixés sur les miens, cherchant le tressaillement qui ne vint pas. « J'ai, dis-je simplement. C'est ma maison. C'est mon droit. » Ce n'est pas comme ça que fonctionne la famille, coupa Sierra sèchement. C'est exactement comme ça que fonctionne la propriété, rétorquai-je. Dan cessa de faire les 100 pas. Avez-vous une idée de la façon dont cela nous fait paraître? Les gens pensent que nous profitons de vous. Je termina pour lui. Bien. Laissez-les penser ça. C'est le cas. Sa mâchoire travailla, broyant des mots qui ne sortiraient pas clairement. Nous t'avons soutenu, maman. Tu as vécu avec moi, corrigeai-je. Soutenir, c'est tout autre chose. Sierra se pencha en avant. Et alors? Tu vas juste nous couper les vivres? Tout donner à des étrangers? Je le donne à des gens qui m'ont montré du respect, dis-je. Cela peut inclure des membres de la famille. Cela peut ne pas l'inclure. L'air dans la pièce s'épaissit. La voix de Dan devint basse et froide. Si tu penses pouvoir tout changer sans que nous ayons notre mot à dire. Tu n'as pas ton mot à dire, lui dis-je, calme comme la pierre. Pas là-dessus. Plus maintenant. Il me fixa un long moment, puis se tourna et entra dans la cuisine. J'entendis la porte du réfrigérateur claquer. Sierra resta assise, les yeux plissés, mais il y avait un scintillement. Le doute, peut-être même la peur. Tu le regretteras, dit-elle finalement, se levant. J'ai regretté bien pire, répondis-je. Quand ils furent tous deux partis, je m'assis dans le calme et je laissai mes mains trembler juste un peu. Non pas de peur, mais du poids de parler clairement après tant d'années à plier ma voix pour maintenir la paix. Ce soir-là, j'ai cuisiné. Non pas pour eux, mais pour les voisins, pour le centre communautaire, pour quiconque prendrait un pain chaud avec gratitude au lieu d'un sentiment de droit. L'odeur emplit la maison, un rappel que mes mains fonctionnaient toujours. Mes choix comptaient toujours. Au crépuscule, j'ai porté 2 pains à Clara et je suis resté pour le thé. Elle n'a pas posé de questions, a juste versé, et nous nous sommes assises, écoutant le vent pousser contre les fenêtres. Au moment où je suis rentré, les lumières étaient éteintes dans le salon. Je suis allé directement dans ma chambre, j'ai verrouillé la porte et j'ai glissé le dossier marqué maison sous le lit. Les papiers étaient signés, scellés, attestés. Quelle que soit la tempête qui viendrait ensuite, les fondations étaient les miennes. Cela a commencé presque sans que je le remarque. Quelques tartes supplémentaires ici.
Une casserole de ragoût supplémentaire là. Les gens ont commencé à demander si j'avais encore de ce pain ou une de ces tartes aux pommes que tu avais faites le mois dernier. Je souriais, je l'écartais, mais les demandes continuaient d'arriver. Un jeudi au centre communautaire, Lorna m'a tiré à part. Ruth, tu devrais faire payer certains de ces repas. Les gens paieraient. Ce ne serait pas beaucoup, juste assez pour couvrir tes coûts et te donner un petit extra. J'ai hésité. Je ne cherche pas à démarrer une entreprise. Ça n'a pas besoin d'être officiel, dit-elle. Juste des voisins qui s'entraident et peut-être t'aident toi aussi. Cette nuit-là, j'ai fait 4 pains et les ai soigneusement emballés. J'en ai laissé 2 à Clara, qui a insisté pour me donner un billet de 10 livres. Le lendemain, Madame Alvarez a apporté un sac de farine et un pot de miel, juste pour que tu continues à cuisiner. La nouvelle s'est répandue de cette manière discrète qu'elle a dans les petites villes. Le genre de potins qui sont plus de la gentillesse que de la malice. Les gens ont commencé à laisser de petits paquets sur mon pas de porte, des œufs frais, un morceau de fromage, des pommes de l'arbre de quelqu'un, et ils repartaient toujours avec quelque chose de chaud en retour. Un samedi, Nathan est apparu avec un carton plein de bocaux. Je me suis dit que tu pourrais les utiliser pour les soupes, a-t-il dit. Ou tu pourrais vendre de la confiture si tu voulais. Je souris. Tu es pleine d'idées. C'est juste que tu es douée pour ça, grand-mère, et ça te rend heureuse. Je le vois. Je ne l'ai pas admis à voix haute, mais il avait raison. Il y avait quelque chose de profondément satisfaisant à nourrir des gens qui l'appréciaient. Des gens qui vous regardaient dans les yeux et disaient « merci » sans la moindre attente. À la fin du mois, j'avais une petite enveloppe rangée dans mon armoire, quelques billets de vente de pain, des pièces de tarte, la note étrange glissée dans ma main au marché. Ce n'était pas beaucoup, mais c'était à moi. Complètement à moi. Dan a remarqué, bien sûr. Il remarque toujours quand quelque chose ne l'implique pas. Un soir, alors que je pétrissais la pâte, il s'appuya contre le comptoir. « Tu as été occupé, dit-il. Toutes ces pâtisseries pour le quartier semblent demander beaucoup d'efforts. »« C'est bon pour moi, répondis-je. »« Je parie que c'est bon pour eux aussi, dit-il, me regardant attentivement. »« Y en a-t-il qui te paie ? » ?»« Certains offrent, dis-je, sans croiser son regard. »« Peut-être devrions-nous organiser ça correctement. En faire une affaire de famille. » Je levai les yeux alors. « Non, Dan. Ce n'est pas une affaire de famille. C'est la mienne. » Il sourit, mais il y avait une tension sous-jacente. « Fais attention, maman. Les gens pourraient commencer à penser que tu n'as pas besoin de nous. »« Je n'en ai pas besoin, dis-je, et je retournai à ma pâte. Plus tard, quand le pain sortit du four, je mis un pain de côté pour moi et les autres pour les voisins. Je pris mon temps pour les apporter chacun, appréciant l'air frais de la nuit. Quand je rentrai, la cuisine était vide, mais je remarquai que le réfrigérateur avait été ouvert et refermé. Je vérifiai l'enveloppe dans mon armoire. Toujours là, toujours en sécurité pour l'instant. Alors que j'étais couché, je pensais à ce que Lorna avait dit. Des voisins qui s'entraident. Et je réalisais que cette petite chose que j'avais commencée n'était pas seulement une question de nourriture. Il s'agissait de construire quelque chose qui ne pouvait pas m'être enlevé d'un simple tour de clé. Cela s'est passé pendant le dîner, ou plutôt leur dîner. Je m'étais fait une petite assiette de pâte à l'huile d'olive et aux herbes, mangeais tôt, et je prenais une tasse de thé tranquille quand Dan et Sierra sont rentrés de leur course. Ils sentaient légèrement le vin, le genre qui vient des longs déjeuners dans des endroits où je ne serais jamais invité. Dan s'est affaissé sur une chaise, s'étirant comme un homme qui avait gagné quelque chose. Nous avons parlé, commença-t-il, de tes pâtisseries. Sierra posa son sac à main sur le comptoir. C'est impressionnant ce que tu as construit. Les gens adorent ça. Nous pensons que ça pourrait vraiment décoller. Je gardai les yeux sur mon thé. Ce n'est pas censé décoller. C'est censé me tenir occupé et nourrir les voisins. Dan se pencha en avant, les coudes sur la table. Mais c'est un revenu, maman. Et un revenu doit être géré correctement. Je souris faiblement et fermement. C'est déjà géré par moi. Sierra laissa échapper un rire forcé. Bien sûr, mais tu pourrais gagner plus. Si nous gérions l'argent, nous pourrions acheter des ingrédients en gros. Peut-être même avoir un stand au marché.
Tu n'aurais à te soucier de rien. C'est le but, dis-je. J'aime m'en soucier. J'aime savoir exactement où ça va. La mâchoire de Dan se serra. Tu gardes l'argent séparé, n'est-ce pas? Oui. Ce n'est pas juste. Je posai ma tasse. Dan, la justice aurait voulu que tu me laisses ma pension sans l'utiliser pour tes factures. La justice aurait voulu que tu ne me menaces pas de me mettre à la porte de la maison que j'ai payée. C'est quelque chose que j'ai construit moi-même de mes propres mains, et ce n'est pas discutable. Un instant, son expression fut presque vide, le genre de vide qui précède une décision d'exploser ou de partir. Sierra combla le vide avec sa voix. C'est juste que nous sommes une famille. Nous partageons des choses. Alors peut-être pourriez-vous partager le coût des services publics, dis-je. Ou la facture d'épicerie ou la dernière réparation du toit. Elle détourna le regard, les lèvres minces. Dan repoussa la table si fort que les pieds de la chaise raclèrent le sol. Tu fais une erreur, maman. J'en ai fait beaucoup, dis-je. Ce n'en est pas une. Ils quittèrent la cuisine ensemble, leur voix basse mais aiguë à travers les murs. Je n'essayais pas de saisir les mots. J'avais déjà entendu leur forme, la planification, la décision, la supposition. Cette nuit-là, j'ai déplacé l'enveloppe de mon armoire vers une boîte en fer verrouillée que je gardais dans le garde-manger. Puis j'ai fait un pas de plus. Je suis allé à la banque et j'ai ouvert un petit compte d'épargne à mon nom, séparé de tout ce qu'ils pouvaient voir. Quand la guichetière m'a demandé si je voulais une carte liée à ce compte, j'ai dit non. Juste un livret, lui dis-je. Quelque chose de solide, quelque chose que je puisse tenir. En rentrant chez moi, l'air sentait le bois et les feuilles mouillées. J'ai pensé à toutes ces années où on m'avait dit que la famille passait avant tout, et à la fréquence à laquelle cela avait signifié que je passais en dernier. Au moment où je tournais dans notre rue, j'avais pris ma décision. Quoi que je construisais maintenant, que ce soit du pain ou de la soupe ou le simple fait de dire non, serait entièrement à moi, et personne, pas même mon fils, n'aurait le droit de l'appeler sien. Le changement est arrivé un jeudi soir. Je venais de finir la vaisselle après un après-midi de pâtisserie quand j'ai entendu la porte d'entrée claquer. Pas une fermeture douce, mais un claquement sec. Dan est entré le premier, c'est pas rapide, les épaules en avant comme un homme qui entre dans un combat qu'il a déjà décidé de gagner. Sierra a suivi, sans dire un mot, ses yeux plissés d'une manière qui la faisait ressembler à quelqu'un qui évaluait le coût des dégâts avant même qu'ils ne se produisent. Nous avons fini de parler, dit Dan. Pas de salutation, pas d'introduction. Bien, répondis-je, m'essuyant les mains. Parler n'a pas fonctionné pour nous depuis longtemps. Il posa les deux paumes sur la table, se penchant par-dessus. Je ne vais pas te laisser saboter cette famille avec ton entêtement. Tu as déplacé de l'argent, changé des papiers. J'ai protégé ce qui est à moi, dis-je. Sierra intervint alors, sa voix basse mais tranchante. Dan a raison. Tu agis comme si nous étions l'ennemi. Nous vivons ensemble depuis des années. Nous nous sommes aidés mutuellement. Vous vous êtes aidés vous-même, la coupe et je. Ses lèvres s'amincirent encore plus. Si tu continues comme ça, tu vas nous forcer la main. Forcer, dis-je. Dan se redressa, son expression s'assombrissant. Tu penses que tu es intouchable à cause de quelques papiers que tu as signés avec un avocat. Mais les papiers peuvent être contestés et les gens parlent. Il ne serait pas difficile que la rumeur se répande que tu n'es plus capable de gérer tes affaires. C'était là, même pas déguisé. Tu dirais aux gens que ta propre mère est incompétente, demandai-je d'une voix calme. Si cela signifiait protéger ce qui est à nous? Oui, dit-il. Je posai le torchon sur le comptoir et le regardai dans les yeux. Ce n'est pas à vous, et vous venez de me dire exactement jusqu'où vous êtes prêt à aller. Un instant, la pièce fut très silencieuse. Puis Sierra dit, Dan, allons-y. Ils partirent ensemble, la porte claquant à nouveau. Je restai là un long moment, les mains posées sur le comptoir. Mon pouls était régulier. Des années auparavant, ce genre de menace m'aurait fait trembler. Maintenant, cela ne faisait que confirmer ce que je savais déjà. Il n'y avait aucun compromis ici. Seulement un choix. Le leur ou le mien. Le lendemain matin, je suis allé en ville tôt. Je me suis arrêté de nouveau chez l'avocat, j'ai expliqué ce qui avait été dit, et j'ai demandé des protections supplémentaires.
Elle a écouté attentivement, a pris des notes, puis m'a regardé droit dans les yeux. Vous avez bien fait de prendre les devants, a-t-elle dit. S'ils essaient de contester votre capacité, il y aura des documents attestant de vos décisions et de votre lucidité mentale. Nous veillerons à ce qu'il n'y ait aucune place au doute. Quand j'ai quitté son bureau, le soulagement était plus discret que ce à quoi je m'attendais. Ce n'était pas de la joie. C'était le calme d'avoir un cadenas de plus sur une porte que quelqu'un essayait de forcer. Cet après-midi-là, j'ai cuisiné comme d'habitude, mais cette fois j'ai ajouté une nouvelle habitude. Je gardais un petit carnet sur le comptoir et j'y notais chaque article que je faisais, à qui il était destiné et ce qui était donné en retour. Non pas parce que j'avais besoin de garder une trace pour moi-même, mais parce que je savais qu'un jour j'aurais peut-être besoin de prouver que je gérais ma propre vie très bien. Le soir, Dan et Sierra n'étaient toujours pas rentrés. Nathan est entré à la place, les mains profondément enfoncées dans les poches de sa veste. Il reste chez des amis ce soir, dit-il. Ils sont en colère. Je sais, dis-je. Ils pensent que tu es manipulé. Par qui, je ne sais pas. Ils n'ont pas dit. Je souris à cela. S'ils parlent de l'avocat, alors oui, je suis manipulé pour me protéger. Il ne rit pas, mais ses yeux s'adoucirent. Grand-mère, je ne sais pas comment ça va finir, mais je suis de ton côté. C'est tout ce que j'ai besoin de savoir, dis-je. Après son départ, j'ai verrouillé la porte pour la nuit. Chaque porte, chaque fenêtre. Non pas parce que j'avais peur, mais parce que j'avais enfin appris qu'il n'y avait aucune honte à protéger ce qui était à moi. Il pleuvait le lendemain matin. Le genre de pluie froide et pénétrante qui s'infiltre dans vos manches, peu importe comment vous tenez votre parapluie. J'ai préparé du thé et me suis assise à la table de la cuisine, écoutant les gouttes claquer contre la fenêtre. La maison était calme. Dan et Sierra n'étaient toujours pas rentrés de là où ils avaient passé la nuit. Le calme me laissait de l'espace pour réfléchir. Pendant des mois, je m'étais défendu par fragments. Un verrou changé ici, un paiement annulé là, un dossier caché dans un tiroir. Mais leur dernière menace avait clairement montré que tant qu'ils croiraient avoir un droit sur ma maison, mon argent, mes décisions, ils continueraient à venir. À mi-chemin de ma deuxième tasse, je me suis levé, suis allé dans ma chambre et j'ai sorti le dossier de la maison de sous le lit. Les papiers à l'intérieur étaient déjà à mon nom, mais je savais qu'il y avait une dernière étape qui scellerait les choses hors de leur portée. J'ai appelé mon avocat et j'ai posé une simple question. Puis-je retirer quelqu'un de mon testament entièrement? Sa réponse fut nette. Oui, et compte tenu de vos raisons, nous pouvons le faire documenter et attester avant la fin de la semaine. À midi, j'étais de nouveau dans son bureau, l'eau de pluie collant encore à mon manteau. Nous avons examiné les changements ligne par ligne. Le nom de Dan était barré. Celui de Sierra n'y avait jamais été. À leur place, j'ai nommé Nathan et une courte liste d'amis, de voisins et le centre communautaire. De cette façon, dit-elle, même s'ils essayaient de le contester, il n'y a rien à gagner pour eux. J'ai signé, paraphé et signé à nouveau. Quand ce fut fait, elle me tendit le document mis à jour dans une enveloppe scellée. Gardez-le en sécurité, dit-elle. En rentrant chez moi, la pluie s'est transformée en une fine brume. Mes chaussures faisaient un bruit de clapotis, mais mes pas étaient plus légers qu'ils ne l'avaient été depuis des mois. Quand je suis rentré, Dan était à la table de la cuisine, une tasse de café à moitié vide devant lui. Sierra était appuyée contre le comptoir, faisant défiler son téléphone. « Où étais-tu » demanda Dan. « En m'occupant de choses » dis-je en accrochant mon manteau. « Quelle chose » Sa voix devint plus forte. « Mes affaires » répondis-je. « Celles dont vous vous êtes tant préoccupé. » Il me fixa un instant, puis laissa échapper un petit rire. « Tu penses pouvoir juste nous couper les ponts après tout ?»« Je ne pense pas » dis-je, le regardant dans les yeux. « Je sais. » Sierra se redressa, son téléphone oublié. « C'est cruel, Ruth. »« Non, dis-je. »« Cruel, c'est de menacer de déclarer ta mère incompétente pour obtenir sa propriété. Cruel, c'est d'utiliser sa pension pour payer tes factures et de lui dire ensuite qu'elle est un fardeau. Ceci, je tapai l'enveloppe dans ma main, c'est du respect de soi. » Le visage de Dan s'assombrit, mais il ne parla pas. Sierra marmonna quelque chose à voix basse et quitta la pièce. Je plaçai l'enveloppe dans la boîte en fer verrouillée du garde-manger,
à côté du livret de mon nouveau compte. Deux objets simples, mais ensemble, ils signifiaient la liberté. Ce soir-là, Nathan est passé. Je lui ai dit ce que j'avais fait. Il n'a pas dit grand-chose, il m'a juste serré dans ses bras longuement et fort. « Tu mérites mieux, grand-mère, dit-il. »« Je sais, répondis-je. C'est pourquoi je m'assure de l'obtenir. » Plus tard, alors que la pluie recommençait, je me suis tenu près de la fenêtre et j'ai regardé les lumières de la rue s'estomper dans l'air humide. La maison semblait différente. Pas plus sûre exactement, mais plus stable. Quelle que soit la tempête qu'ils apporteraient ensuite, je ne m'y préparais plus. J'étais prête à l'affronter de front. Ils ne l'ont pas découvert tout de suite. Pendant quelques jours, la maison fut calme, presque étrangement calme. Dan était civil, Sierra polie de cette manière cassante qui suggère qu'elle garde les comptes. Je savais que cela ne durerait pas. La fissure est apparue un mardi soir. Je faisais de la soupe. Lentilles, carottes, un peu de paprika fumé. Quand la porte d'entrée s'ouvrit et se referma plus fort que nécessaire, Dan entra dans la cuisine, un morceau de papier plié à la main. Son visage était pâle, à l'exception de 2 taches de couleur vive sur ses joues. « Tu es allé chez l'avocat, dit-il. » Ce n'était pas une question. « Oui, et tu m'as retiré de ton testament. » Je remuai la marmite. « Oui. » Le papier dans sa main se chiffonna. « As-tu une idée de ce que tu as fait ? » J'ai veillé à ce que ma maison, mon argent et mes décisions aillent à des gens qui m'ont traité avec respect, dis-je. Sierra apparut dans l'embrasure de la porte, les bras croisés. C'est au-delà de la mesquinerie, Ruth. C'est vindicatif. Non, répondis-je, toujours calme. Vindicatif serait de vous laisser dedans, de vous laisser croire que vous en profiteriez, puis de tout retirer à la dernière minute. C'est honnête. Dan s'avança. Tu ne peux pas simplement m'effacer de ta vie comme ça. Je ne t'ai pas effacé de ma vie, dis-je. Seulement de mes biens. Les deux ne sont pas la même chose, bien que tu sembles le penser. Un instant, son expression vacilla. De la blessure, peut-être même de la honte, mais elle se durcit à nouveau. Tu fais une énorme erreur. Les gens penseront que tu as perdu la tête. Ils peuvent penser ce qu'ils veulent, dis-je. La loi pensera autrement. Sierra laissa échapper un petit ricanement. Alors, c'est comme ça que ça finit après tout ce que tu as fait pour nous. Je la regardai, puis la regardai vraiment. Je l'ai fait pour vous parce que je croyais que vous auriez fait de même pour moi. J'avais tort. Ce n'est pas une erreur que je ferai à nouveau. Ils partirent ensemble, marmonnant, le papier toujours serré dans la main de Dan. Cette nuit-là, j'ai verrouillé la porte de ma chambre pour la première fois depuis des années. Non pas par peur, exactement, mais parce que je ne sentais plus que je leur devais un accès illimité à mon espace ou à ma confiance. Le lendemain, Clara frappa avec un petit paquet de petits pains frais. Elle me regarda et dit, « Ils savent, n'est-ce pas ?» « Ils savent, confirmai-je. » Elle hocha lentement la tête. « Alors tu as franchi la ligne la plus dure. Le reste n'est qu'une question de tenir bon. » J'ai passé l'après-midi au centre communautaire à éplucher des pommes de terre et à discuter avec Lorna du prochain repas de Noël. De temps en temps, je me surprenais à sourire, non pas de joie exactement, mais de la certitude que pour la première fois depuis longtemps, je vivais selon mes propres règles. Quand je suis rentré, la maison était vide. Sur la table de la cuisine, il y avait une note de l'écriture soignée de Sierra. Nous restons chez des amis pendant un moment. Réfléchis à ce que tu as fait. Je l'ai pliée et mise à la poubelle. Je n'avais pas besoin de réfléchir. J'avais déjà décidé. Le premier matin après leur départ, la maison semblait étrangement immobile. Pas de pas au-dessus de ma tête, pas de porte d'armoire claquée, pas de parfum suspendu dans le couloir comme une question à laquelle je ne voulais pas répondre. J'ai préparé du thé, beurré un petit pain que Clara avait apporté la nuit précédente, et je me suis assise dans la cuisine, écoutant la pluie taper sur le toit. C'était le genre de paix que l'on ne remarque pas avant qu'elle ne soit partie depuis longtemps. La journée s'est déroulée à mon rythme. J'ai fait du pain sans que personne ne demande s'il y en avait en trop. J'ai lu un livre sans me sentir coupable de ne pas plier le linge de quelqu'un d'autre. Je suis allé au marché, j'ai acheté ce que je voulais, et je n'ai entendu aucune plainte concernant le gaspillage d'argent pour des luxes lorsque j'ai mis du fromage dans mon panier.
Au centre communautaire, Lorna m'a taquiné sur ma démarche plus légère. Tu as l'air de quelqu'un qui vient de rembourser une dette. D'une certaine manière, oui, dis-je. La nouvelle s'était répandue que Dan et Sierra prenaient leur distance. Les gens en ont tiré leurs propres conclusions. Certains ont offert leur sympathie, d'autres ont offert leur aide, et quelques-uns, ceux qui avaient vu assez de la vie pour comprendre, ont simplement hoché la tête, comme si j'avais rejoint un club dont on ne parle pas, mais que l'on reconnaît instantanément. À la fin de la semaine, j'avais rempli un petit panier de pièces et de billets provenant de la vente de pain et de tartes. J'ai ouvert la boîte en fer blanc dans le garde-manger, j'ai compté l'argent, et j'ai ressenti le frisson discret de savoir que tout était à moi, pas à nous. À moi. Nathan est passé un samedi après-midi, portant un sac de courses. Je me suis dit que tu manquais peut-être de quelques trucs, dit-il en les posant sur le comptoir. Je vais bien, lui dis-je. Mais merci. Il s'appuya contre le comptoir, regardant autour de lui. C'est étrange sans eux ici. Étrange, convins-je, mais pas désagréable. Il hésita, puis demanda, tu penses qu'ils vont revenir? Je beurrai 2 tranches de pain, lui en tendis une. S'ils le font, ce devra être à des conditions différentes. Nous avons mangé en silence un moment, le genre de silence qui ne pèse pas. Ce soir-là, j'ai ressorti mon tricot que j'avais abandonné il y a des mois. Mes mains se souvenaient du rythme et le doux cliquetis des aiguilles emplissaient la pièce. Dehors, le vent s'élevait, faisant claquer les fenêtres, mais j'étais au chaud. Au cours des jours suivants, je me suis installé dans ce qui ressemblait presque à une nouvelle vie. Les matins au jardin, les après-midi au centre, les soirées à lire ou à cuisiner. J'étais toujours conscient d'eux. Ils existaient en périphérie comme une tempête à l'horizon lointain, mais ils ne remplissaient plus la maison. Ne dictaient plus mes heures ni mes pensées. Clara est venue un après-midi avec une marmite de soupe. Tu devrais avoir quelqu'un ici pour Noël, dit-elle. Je le ferai, promis-je. Mais pas ceux auxquels tu penses. Au moment où décembre arriva, les étagères de la cuisine étaient remplies de pots de confiture, et le congélateur était plein de tartes pour le déjeuner de Noël au centre. Mes mains étaient occupées, mes journées bien remplies, et mes nuits calmes. Un matin glacial, j'ouvris la porte d'entrée pour trouver une petite enveloppe sur le paillasson. À l'intérieur se trouvait une note pliée de l'écriture de Dan. Nous devons parler. Je la posai dans le couloir et la laissai là. Cet après-midi-là, j'ai porté un pain à Madame Alvarez et je suis resté pour le thé. Elle a parlé de ses petits-enfants, du chat qu'elle avait adopté, de tout et de rien. C'était le genre de conversation qui faisait ralentir le temps. Quand je suis rentré, la note était toujours sur la table. Je ne l'ai pas rouverte. Certaines choses n'ont pas besoin d'être répondues tout de suite. Certaines choses n'ont pas besoin d'être répondues du tout. Cette nuit-là, je me suis couché tôt, la maison silencieuse à l'exception du tic-tac régulier de l'horloge. Pour la première fois depuis des années, je n'attendais pas qu'une porte claque ou qu'une voix s'élève. Je n'attendais rien. J'avais déjà ce que je voulais. Le matin de Noël est arrivé avec la pâle lumière du soleil sur l'herbe givrée. Je me suis réveillé tôt, par habitude plus que par excitation, et j'ai préparé du thé pendant que la maison semblait encore enveloppée de son propre silence. Pas de voix flottant du couloir, pas de pas dans l'escalier, juste le grincement de la bouilloire et le faible bourdonnement du vieux radiateur. J'ai fait 2 pains et une fournée de petites tartes aux fruits secs, les emballant soigneusement dans des paniers garnis de tissu. En milieu de matinée, j'étais au centre communautaire, l'air chaud imprégné de l'odeur de dinde rôtie et de cannelle. Lorna s'affairait déjà entre les tables, les joues rougies par la chaleur de la cuisine. « Ruth, tu nous sauves la vie », dit-elle en prenant les paniers. La journée s'est déroulée dans un brouillard de rire, de tasses qui cliquetaient et du murmure des conversations. J'ai servi des assiettes, versé du thé et me suis assise de temps en temps pour manger avec des voisins qui étaient devenus plus que ça. Mon peuple, mon cercle. Quand quelqu'un a demandé si ma famille me rejoindrait, j'ai souri. D'une certaine manière, ils l'ont déjà fait. En fin d'après-midi, mes pieds me faisaient mal, mais c'était le bon genre de fatigue. Je suis rentré à pied dans des rues illuminées de guirlandes lumineuses, chaque fenêtre brillant dans l'obscurité. Quand j'ai atteint ma propre porte d'entrée, je me suis arrêté. Pendant des années, ce seuil m'avait semblé quelque chose à franchir avec prudence, me préparant à l'humeur qui m'attendait à l'intérieur. Maintenant, c'était simplement ma porte, ma maison.
À l'intérieur, la maison était chaude et silencieuse. Sur la table du hall, la note de Dan était toujours là où je l'avais laissée des semaines auparavant. Je les ramassai, les retournai dans mes mains, et les reposai sans l'ouvrir. Ce soir-là, j'ai allumé une seule bougie sur la table de la cuisine, et je me suis préparé un simple souper. Du pain, du fromage, et la dernière tranche de tarte aux pommes. J'ai mangé lentement, savourant chaque bouchée. Il n'y avait pas de précipitation. Personne pour exiger une deuxième part ou se plaindre du repas, juste moi. Et le genre de paix que j'avais autrefois cru réservé aux autres. Après la vaisselle, je me suis assise près de la fenêtre avec mon tricot. Dehors, le gel s'installait à nouveau, argentant la pelouse. J'ai pensé au mois passé, aux disputes, aux menaces, aux pas discrets pour récupérer ce qui m'avait toujours appartenu. Ce n'avait pas été une victoire retentissante. Il n'y avait pas eu de grand discours, pas de porte finale claquée en triomphe. Mais en regardant autour de la pièce, je savais que j'avais gagné. Ma maison était la mienne. Mes choix étaient les miens. Et les gens qui restaient dans ma vie étaient là parce qu'ils le voulaient, pas parce qu'ils avaient besoin de ce que je pouvais leur donner. L'horloge tic-tac doucement. Quelque part dans la rue, quelqu'un riait. J'ai repris mes aiguilles, le fil glissant facilement entre mes doigts. J'ai pensé à quelque chose que ma mère m'avait dit un jour quand j'étais petite. La force tranquille dure plus longtemps que le bruit. Je ne l'avais pas compris alors. Je le comprenais maintenant. Quand je suis finalement allé me coucher, la maison s'est installée autour de moi comme une vieille amie. J'ai dormi sans rêve, sans souci, et sans attendre le bruit de la clé de quelqu'un d'autre dans la serrure. Le matin, je cuisinerai à nouveau, non pas parce que je devais le faire, non pas parce que quelqu'un s'y attendait, mais parce que je le voulais. Et cela, plus que tout, était la vraie victoire.